Pour les amateurs d'émotions fortes, les rallyes fournissent un spectacle de choix inoubliable. Pour les pilotes, c'est l'occasion de faire la preuve de leur talent, de leur habileté et de leur courage. Pour les voitures engagées dans une lutte sans merci, le terrain est un banc d'essai impitoyable. Pourquoi les rallyes sont si populaires au point que dans certains pays, l'enthousiasme des spectateurs pose certains problèmes? Et pourquoi dans certains pays, ils rencontrent nettement moins d'intérêt? Je n'en sais vraiment rien. Mais il doit y avoir un peu de masochisme là-dedans. Les voitures vous balancent des pierres au passage et vous ne les apercevez que quelques secondes. C'est exactement comme dans les embouteillages de Wimbledon ou du Grand Prix de Grande-Bretagne. C'est presque l'esprit de Dunkerque. Les rallyes se déroulent sur plusieurs jours, mais les pilotes se battent pour grignoter de précieuses fractions de secondes sur leurs rivaux. Pour un constructeur, remporter un grand rallye dans des conditions difficiles est une excellente publicité. On joue à plus près de toi, mon Dieu. Les voitures collent l'une derrière l'autre et les spectateurs sont toujours très près des pilotes. Après la dureté de la course, les pilotes de rallye savent profiter de la vie. C'est une manière de décompresser après des heures de tension. Bien que beaucoup s'y soient essayés, peu d'hommes et de femmes ont suffisamment de talent pour parvenir dans le peloton de tête des pilotes de rallye. C'est une situation enviable qui, comme toujours en compétition automobile, débute comme un loisir d'amateur. Les rallyes d'aujourd'hui puisent leur origine dans des épreuves organisées en Angleterre entre les deux guerres, les Reliability Runs. Les organisateurs de ces manifestations choisissaient un parcours destiné à tester la puissance et la solidité des voitures. Pour les concurrents, c'était souvent l'occasion de se faire des émotions fortes, et pour les constructeurs, c'était le moyen d'étudier le comportement de leur voiture. C'était vraiment important pour une voiture de se construire une certaine réputation, parce que la fiabilité était probablement le souci, si ce n'est la préoccupation la plus importante quand on a commencé à faire rouler des automobiles. C'est pourquoi ces épreuves fournissaient un merveilleux banc d'essai pour nos voitures. On était quand même très loin des essais sophistiqués auxquels nous sommes soumis aujourd'hui. On trouvait pas mal de voitures bricolées et les gens venaient là pour les essayer. En fait, nous avons tout tenté. Je me souviens que nous avons essayé de remplir les pneus avec de l'eau, mais ça n'a pas marché parce que ça faisait une sorte de contrepoids dans la jante. On ne pouvait jamais les remplir complètement avec de l'eau. Le terrain présentait des profils très variés. Les habitants du coin avaient l'habitude d'arranger le terrain à leur manière, juste pour s'amuser un peu. Ils aimaient bien voir un concurrent empêtré dans un tas de fumier ou quelque chose comme ça. Faire preuve de son habileté au volant a toujours été très important dans les rallyes. Le rallye de Monte-Carlo, le plus long et le plus célèbre, se terminait toujours par une épreuve de maniabilité sur l'esplanade devant le casino, destinée à montrer que les pilotes maîtrisaient parfaitement leur voiture. Les femmes ont toujours participé au rallye de Monte-Carlo à côté des hommes. Un prix spécial leur est réservé, mais elles doivent se mesurer d'égal à égal avec les hommes sur l'un des parcours les plus difficiles d'Europe. La lutte que les pilotes doivent mener contre les éléments naturels explique l'attrait qu'a toujours eu le rallye de Monte-Carlo, en particulier lorsqu'il faut se battre contre la neige et le verglas des Alpes. C'est un rallye différent des autres. Les concurrents partent de plusieurs villes d'Europe et convergent vers Monte-Carlo par des routes différentes. C'est toujours une expédition, presque une aventure. Les routes ne sont pas faciles et les concurrents ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Les pilotes équipaient leurs voitures de toutes sortes de gadgets. Certains étaient destinés à lutter contre les éléments naturels, d'autres à rendre le voyage le plus confortable possible. C'était un rallye de gentlemen, enfin jusqu'à un certain point. Les hommes ont toujours estimé qu'ils conduisaient mieux que les femmes. Alors il nous fallait sans arrêt essayer de leur démontrer le contraire. Nous n'étions que très peu de femmes et battre les filles, ce n'était pas amusant. Nous voulions battre les hommes. Quand j'ai débuté en rallye dans les années 50, on ne faisait pas de reconnaissance, on ne prenait pas de notes, rien de tout ça.
On partait pour un rallye sans assistance, juste avec 2 roues de secours, une couronne rechange et un jeu de garniture de frein ou de plaquettes, peut-être quelques amortisseurs, un bidon d'essence de secours parce que les stations-service étaient rares, et on partait tout simplement comme ça. Certains concurrents partaient depuis l'Écosse, traversant l'Angleterre avant de franchir la Manche vers la France. Mais quel que soit leur lieu de départ, tous se retrouvaient à Monte-Carlo pour effectuer le parcours de classement à travers les Alpes. On one of the world's most scenic and most difficult highways, the final leg of the supreme test of sheer driving skill, the Monte Carlo Rally. From a dozen different cities all over the continent, the cars converge on the Principality, all taking the same hair-raising route over the Alps in the home stretch. Dans les années 50 et 60, les rallyes coûtaient beaucoup moins cher parce que les voitures étaient très proches de la grande série. Une voiture que l'on pilotait en rallye le samedi pouvait retourner dans la vitrine du concessionnaire le dimanche et servir de véhicule de démonstration le lundi. The annual event is always something of a shocker to the quiet mountain villages along the way. Lorsque vous empruntez le parcours normal, vous vous retrouvez dans la montagne et bien entendu, vous êtes sous la neige. C'est alors un jeu de hasard dès que vous essayez d'aller un peu vite sur ces routes verglacées. Over 357 miles of winding, twisting, icy, treacherous road. Racing the clock and fighting to keep within a complex set of speed and safety rules. Le Monte-Carlo se déroulait sous la neige, et à cette époque, on n'avait pas de pneus à clous, rien, et c'était vraiment pas évident de descendre les routes en lacets sans clous. Lors d'un rallye de Monte-Carlo, nous descendions d'un col à plus de 100 à l'heure dans un passage très difficile, sur la neige et le verglas. Je retenais ma respiration en me disant « Mais qu'est-ce que je suis venue faire ici? Pourquoi je suis là? J'ai 3 enfants, je devrais être à la maison. » Les difficultés et les dangers que l'on peut rencontrer sur les pistes verglacées de son parcours confèrent au rallye de Monte-Carlo une place à part. Même sans neige ni verglas, les Alpes représentent un parcours très difficile. Mais c'est un endroit idéal pour un rallye qui permet aux pilotes de tester les limites de leur talent. Un autre grand événement international des années 50 était la Coupe des Alpes, disputée au mois de juillet. La Coupe des Alpes se déroulait toujours en été, et c'était un rallye formidable à courir. On aimait tous y participer parce qu'il se déroulait entièrement dans le sud de la France. On avait 2 jours de repos, qu'on passait dans des endroits merveilleux comme Cortina. Comme ça, on pouvait se détendre pendant 24 heures, mais c'était aussi un très grand rallye. Dans la Coupe des Alpes, les pilotes se battaient contre la montagne, mais aussi contre le chronomètre, ce qui donnait au rallye encore plus de piment. La vitesse moyenne dans la Coupe des Alpes était très élevée. Les routes étaient pénibles, parfois en très mauvais état. Le franchissement de cols, comme le Stelvio, ajoutait à la difficulté. La montée vers le sommet du Stelvio comportait 58 virages répartis sur 25 km. On y organisait une spéciale où il fallait aller le plus vite possible. Pour ajouter aux difficultés, le rallye se déroulait sur route ouverte. Les concurrents devaient donc adapter leur vitesse en fonction des usagers ordinaires qu'ils pouvaient rencontrer sur le parcours. Plusieurs fois, nous avons été très près de gagner la Coupe des Alpes. Et à chaque fois, tout s'arrangeait pour aller mal à la dernière minute. Anne Hall était pilote d'usine chez Ford. Nous approchions de la fin et soudain, quand j'ai voulu freiner, les freins ne répondaient plus assez pour ralentir la voiture à la vitesse où on allait. On a glissé et on a filé directement vers le bord du ravin. On aurait vraiment pu se tuer. Mais heureusement, il y avait un énorme rocher sur lequel on s'est immobilisé et on est resté là, en équilibre, à se balancer d'avant en arrière. Les rallyes devenant de plus en plus compétitifs, les pilotes eurent besoin de voitures plus rapides. Certains portèrent leur choix sur l'Austin Healey 3000, une voiture de sport qui était tout à fait dans l'esprit de l'époque. Tous les pilotes qui ont eu une Healey se sont fait peur avec. Elle tenait parfaitement bien la route sur goudron sec, mais dès qu'on touchait un peu de gravier, du sable, de la glace ou de la neige, ça devenait nettement moins drôle.
Bien sûr, elles étaient trop chargées sur l'avant. Et à la fin, elles disposaient d'à peu près 200 chevaux. Elles étaient très difficiles, mais on pensait qu'elles étaient bien parce qu'elles étaient rapides. Vers la fin des années 50, on assista à une évolution des grands rallyes. Jusque-là, bien que très compétitif, il restait le domaine des amateurs. Mais petit à petit, les rallyes se transformèrent en un sport professionnel qui nécessitait un entraînement constant. On avait l'impression que les organisateurs mettaient un malin plaisir à vous accorder le temps minimum pour effectuer l'étape dans votre catégorie. Avec un peu de chance, vous pouviez avoir une seule minute de battement. Sur certaines étapes, vous deviez rouler absolument à fond si vous vouliez pointer au contrôle en conservant quelques secondes d'avance. C'était parfaitement bien calculé. Mais si vous rouliez à fond sur toutes les étapes, vous démolissiez votre voiture et ça ne pouvait pas durer longtemps. On montait un interrupteur manuel sur nos feux stop. Comme ça, si quelqu'un tentait de nous filer le train, alors on coupait tout de suite le circuit des stops et l'on continuait à débouler à fond, sans stop, sur une route qui serpentait dans la montagne, sans leur phare derrière qui nous gênait. En plus, ils ne pouvaient plus prendre leur repère de freinage sur les nôtres et ça nous donnait un certain avantage. Alors on laissait ceux qui nous suivaient s'habituer à régler leur allure au rythme de nos feux stop. Et quand on se trouvait soudain à l'entrée d'un virage à 90 degrés, on coupait brutalement le circuit des stops. Ils ne sortaient pas de la route, mais ça ne leur faisait pas vraiment plaisir. L'arrivée des pilotes professionnels et l'augmentation de la vitesse autorisée attira de plus en plus de spectateurs. Les dernières éditions de la Coupe des Alpes se transformèrent en une succession de petites courses de vitesse sur route très spectaculaires. De leur côté, les constructeurs avaient compris toute la publicité qu'ils pouvaient tirer des rallyes. Le monde des rallyes prenait ses distances avec le bon vieux temps des gentlemen drivers. Le fair-play d'un sport disputé entre amateurs céda la place à une lutte d'intérêts commerciaux. Il n'y avait plus qu'un objectif, remporter la victoire à n'importe quel prix. On vit apparaître de nouvelles écuries officielles engagées par les constructeurs. Les rallyes prirent de l'importance, devenant ainsi beaucoup plus difficiles. Aujourd'hui, les voitures de rallye ont fait beaucoup de chemin depuis l'époque des rallyes d'amateurs. On pourrait croire que cette Mazda, par exemple, est la version sportive de la berline de série. En fait, elle a été spécialement construite pour courir en rallye. Aucun détail n'est laissé au hasard. La coque a été renforcée, le moteur spécialement préparé et l'équipement est à la pointe de la technologie. Le pilote et son navigateur forment un couple dont la bonne entente et la synchronisation sont indispensables. Dans les années 50, le pilote et son navigateur ne devaient compter que sur eux-mêmes, aussi bien pour disputer le rallye que pour s'occuper de leur voiture. Le navigateur était l'homme à tout faire. Il devait entretenir la voiture au gré des garages rencontrés le long du parcours. C'est lui qui gérait le budget pour le ravitaillement en carburant et pour tout ce dont la voiture avait besoin. Mais aujourd'hui, la principale fonction du navigateur consiste à interpréter le roadbook, donnant ainsi les indications sur le parcours à suivre. Savoir à l'avance ce qu'il va rencontrer devant lui est la seule manière pour un pilote de pouvoir maintenir la vitesse nécessaire dans une épreuve chronométrée. C'était à la fois l'instinct de conservation aussi bien que la volonté de battre les autres qui nous a amenés à mettre en place le système de reconnaissance du parcours. Nous avions eu un terrible accident lors du rallye de l'Acropole en Grèce. Nous avons décollé de la route avec une Austin LA 3000. C'était bien avant les ceintures de sécurité. Et nous avons été éjectés tous les deux et Peter s'en est heureusement tiré avec des blessures légères. J'ai atterri sur le seul coin d'herbe que l'on pouvait voir à des kilomètres à la ronde, tandis que la voiture faisait les tonneaux en dévalant la montagne avant d'être complètement détruite. Les notes sont préparées pendant la reconnaissance. Leur précision est d'une grande importance. Voilà à peu près à quoi ressemblent les notes de la spéciale du col de Turini pendant le rallye de Monte-Carlo. 100. Épingle à droite.
300. Ça ne veut pas dire 300 yards ou 300 mètres. C'est un code qui indique seulement au pilote qu'il bénéficie d'une très longue ligne droite à la sortie d'un virage lent. Ça lui laisse suffisamment de temps pour positionner correctement sa voiture, sélectionner le bon rapport et peut-être se déporter sur le côté avant d'entrer dans un gauche rapide qui s'ouvre sur une épingle à gauche. 300. Une nouvelle ligne droite qui se termine par un droit fermé et un gauche rapide sur un dos d'âne. Imaginez, vous arrivez en haut d'une côte et le navigateur vous annonce à fond. Et derrière, c'est une sorte d'à-pic raide comme une falaise. Je veux dire que ça fait une sacrée différence. Ça fait au moins 10, peut-être même 20% de différence sur la vitesse à laquelle vous devez aller. Les grands rallyes internationaux franchirent une nouvelle étape avec l'arrivée des pilotes vedettes scandinaves. Ils avaient appris naturellement à conduire dans les conditions difficiles des pays nordiques. Ces champions du volant savaient aller vite sur les routes les plus épouvantables, ce qui était la clé de la victoire. Erik Karlsson, au volant d'une Saab, fut l'un de ces nouveaux venus. Puis vinrent Hannu Mikkola et Timo Mäkinen. Dans les pays scandinaves, un bon pilote de rallye est plus admiré qu'un bon footballeur. C'est pourquoi chaque Scandinave rêve de devenir un grand pilote de rallye, pour devenir une sorte de héros national. Les pilotes scandinaves ont enseigné la meilleure manière de s'y prendre à toute une génération de pilotes de rallye. Ils avaient une technique de pilotage inhabituelle. Ils gardaient le pied gauche sur le frein de manière à faire pivoter d'un seul coup tout l'arrière de la voiture en maintenant le pied droit sur l'accélérateur. Ils changeaient de vitesse sans utiliser l'embrayage. Ils se fichaient complètement de ménager la boîte. Freiner avec le pied gauche est bien plus efficace. Vous arrivez plus vite et vous sortez plus facilement. Quand vous entrez trop rapidement dans un virage, si vous freinez du pied gauche et si vous maintenez en même temps toute puissance, les deux roues avant continuent de tourner et vous pouvez ainsi contrôler beaucoup mieux la voiture. Je ne l'ai pas toujours fait, alors ça m'est souvent arrivé de sortir de la route, mais pas aussi vite. À l'époque où le monde du rallye découvrait le professionnalisme et de nouvelles techniques de pilotage, une voiture révolutionnaire faisait ses premiers tours de roue, la Mini. Paddy Hopkirk fut l'un des premiers à en utiliser toutes les ressources. La Mini avait un grand avantage. Elle était tellement petite que sur un chemin étroit, on avait l'impression qu'elle était sur une grande route. Dans le rallye de Monte-Carlo, avec les congères de neige de chaque côté, la Mini avait bien plus de place pour dériver sur les côtés qu'une grosse voiture. Avec la Mini, vous pouviez réaliser de bonnes performances sur ces routes étroites. C'est lors du rallye de Monte-Carlo que les nouvelles Mini affrontèrent la vieille garde en 1961. Pour leur première sortie, elles durent s'incliner devant la Saab de Karlsson. Mais en 64, Paddy Hopkirk remporta le rallye au volant d'une Mini, exploit renouvelé par Timo Mäkinen en 65. Et en 1967, les Mini se classèrent aux 3 premières places. C'en était trop pour les organisateurs. Les Français furent tellement étonnés par les performances de la Mini, par le fait que nous avions gagné le rallye de Monte-Carlo 3 fois de suite, qu'ils ne pouvaient pas imaginer qu'il n'y avait aucune tricherie. Ils ont compté toutes les dents des pignons de la boîte de vitesse. Ils ont démonté les pneus afin de peser les jantes et les pneus séparément. C'était parfaitement ridicule et ils n'ont rien trouvé d'irrégulier. Alors on nous a disqualifiés pour une histoire d'éclairage. On pouvait rester en code avec les phares d'appoint, ce qui était interdit par le règlement technique, mais ce n'est pas ce qui nous a fait gagner. Alors nous avons été disqualifiés. Et bien sûr, ça a apporté à la Mini beaucoup plus de publicité que si nous avions remporté le rallye. Le monde entier s'est écrié, c'est encore un coup des Français, ils ne jouent pas le jeu. Les pilotes de rallye ont toujours été à la recherche de nouveaux défis loin des routes civilisées d'Europe. Ils cherchaient un parcours plus difficile où ils pourraient tester leur voiture et donner toute la mesure de leur talent. Ce parcours, ils le trouvèrent à travers les pistes de la brousse africaine grâce à l'East African Safari au Kenya. I think for us
European drivers, we are so used to drive flat out in every rally in Europe that most difficult is just to find speed that car will hold all these 5,000 kilometers, and not to drive 100%, we have to find the right speed, not to drive too slow to be the second, but not to drive too fast to break the car. That's the most difficult thing. À l'origine, l'East African Safari avait été organisé pour les amateurs locaux, mais très rapidement, il attira les pilotes européens séduits par sa difficulté. L'East African Safari était le plus grand événement qui se déroulait au Kenya pendant les vacances de Pâques. Le pays entier s'y intéressait. Par centaines de milliers, les gens se pressaient le long du parcours pour le voir passer dans leur coin. Je devais choisir mon navigateur parmi des gens qui vivaient là-bas, car il était très important qu'il parle le Swahili, parce que le parcours traversait des régions où jamais personne n'était passé. Il n'y avait là pratiquement que les indigènes et les missionnaires. On pouvait s'attendre à tout, en plus des animaux. Le safari était un rallye magnifique, mais il présentait aussi de terribles dangers comme les ponts sans parapet. On descendait à fond d'une colline lorsque nous sommes tombés sur un petit pont en ciment, dont la largeur n'excédait pas 10 cm de chaque côté de la voiture. Si on dérapait, on tombait. On a foncé tout droit dans la flaque de boue rouge et on en est sorti sans trop de mal. Mais peu de temps après, la direction n'a plus voulu fonctionner. La boue s'est collée contre la roue. C'était dur comme de l'acier. On a dû prendre un marteau et un burin pour faire sauter toute la boue avant de pouvoir repartir. Malheureusement, on ne peut pas toujours tout prévoir. Peter Jobs Hillman Husky is soon to retire when his co-driver, Jungle Jim Alexander, succumbs to an insect bite. Too much scenery and too little time. Too much dust, too. By now, the cars are carrying loads of it. Il y avait une poussière incroyable qui passait à travers les portières et s'infiltrait dans la garniture du pavillon. Alors quand vous sautiez une bosse, toute cette poudre rouge vous dégringolait dessus. Nous avons démoli la suspension, elle est tombée en morceaux. On a été obligé de s'arrêter et de tout resserrer. On faisait ça chacun notre tour, et lorsque ça a été à moi, je me suis retrouvé sur le dos, sous la voiture, avec les pieds dans les buissons, sur le côté. Et j'ai entendu quelque chose bouger tout près de moi, et je suis remonté dans la voiture à une vitesse incroyable. Une fois, au cours d'un safari, nous avons plongé dans l'eau si profondément que les phares étaient sous l'eau. L'eau montait le long du pare-brise et je peux vous dire que c'est une sensation très étrange que de voir les phares allumés sous l'eau. Vous devez seulement faire confiance à vos notes qui annoncent que tout ira bien 10 mètres plus loin. C'est pour ça que les rallyes sont intéressants, parce que vous ne savez jamais ce qui vous attend. En rallye, le pilote et sa voiture doivent se battre contre les éléments. Les ingénieurs cherchent continuellement à améliorer les performances des voitures en utilisant les derniers progrès de la technologie. Au cours des années 70, on vit apparaître une nouvelle voiture révolutionnaire, l'Audi à 4 roues motrices. C'était une époque passionnante parce que nous étions les tout premiers à utiliser l'idée d'une transmission à 4 roues motrices et il y avait beaucoup de choses que personne ne connaissait. Avec une voiture à propulsion aux roues arrière, nous pouvions... Là, on patinait. On patinait et les pneus arrière étaient usés au bout de 2 ou 3 kilomètres. Avec 4 roues motrices, on pouvait passer 550 chevaux et toujours conserver une bonne adhérence, pratiquement sans trop patiner. Et quand vous partez sur le côté, les 4 roues motrices vous font toujours avancer. Avec les 4 roues à l'intérieur du virage, vous passez plus vite. Et vous pouvez même utiliser les bas-côtés enneigés si vous dérapez un peu trop large ou si vous conduisez trop vite. Vous pouvez toujours serrer le mur de neige, ça n'a pas beaucoup d'importance. Les succès de l'Audi Quattro allaient relancer l'intérêt pour les rallyes européens. Ce fut le début d'une bataille entre les principaux constructeurs européens. Peugeot se lança dans la bagarre avec une voiture remarquable, la 205 Turbo 16, construite spécialement pour les rallyes. C'était une voiture à 4 roues motrices à moteur central, inspirée de la Formule 1 et des sports prototypes. Le moteur était équipé d'un turbocompresseur.
l'assistance était omniprésente même dans les endroits les plus reculés. Cet investissement fut payé de retour puisque Peugeot se retrouva rapidement dans le peloton de tête en rallye. Les ventes de la 205 de série grimpèrent. C'était exactement comme dans les pages d'une méthode destinée à un constructeur qui veut se lancer en rallye. Comment faire pour démarrer de rien? Comment connaître le succès et comment utiliser tout ça pour aider l'entreprise à réaliser une remarquable opération financière? Se retrouver mêlé au milieu de tout ça depuis le tout début était très enrichissant. Pas seulement comme pilote, mais également parce que vous faisiez partie d'un très grand projet et que vous y participiez véritablement. Pour se lancer dans les rallyes, les constructeurs doivent payer le prix fort, et plus encore s'ils veulent avoir une chance de gagner. Les meilleurs pilotes coûtent très cher, ainsi que l'investissement technique. Mais les sommes les plus importantes sont dépensées pour les mécaniciens, les véhicules d'assistance, les hélicoptères et les pièces détachées. Prenons l'exemple d'une équipe d'usine engagée dans le rallye de Monte-Carlo. Il faudra compter 1000 roues et pneumatiques. 1000 par voiture, pas pour toute l'équipe. Donc si vous avez engagé 3 voitures, il vous faut 3000 roues et 3000 pneus. Vous ne les utilisez pas tous, mais quand vous vous trouvez dans les spéciales à travers la France et que vous ne savez pas très bien quelle sorte de pneus il faudra monter en fonction des conditions atmosphériques, si vous disposez de 8 qualités de gommes différentes, vous devez avoir sous la main 8 jeux de pneus équipés de ces gommes. 8 ici, 8 là-bas et ainsi de suite. Vous arrivez très vite à 1000, c'est absurde. En dépit des coûts, les constructeurs sont de plus en plus nombreux à participer. Les dernières recrues sont les géants japonais Toyota, Mazda et Mitsubishi. Les rallyes sont de plus en plus nombreux et la lutte entre les pilotes et les constructeurs est de plus en plus acharnée. Et les spectateurs affluent toujours en masse, supportant les pires conditions afin d'entrevoir le passage de leur champion favori. On est parvenu à un stade où dans les résultats des rallyes, après une journée de course, les 10 premiers concurrents sont encore plus rapprochés que les pilotes de Formule 1 après 1 heure et demie de course. C'est étonnant.